s'assure toujours par nous-mêmes que nos scaphandres sont bien sécurisés avant de les envoyer dans l'espace. En cas de dépressurisation, ce scaphandre est conçu pour sauver la vie de celui qu'il porte. Avec une pression de 0,4, le cosmonaute ne craint rien. Bienvenue dans 13h15 le dimanche, direction l'espace. On le sait désormais, un Français y retournera dans quelques mois. Thomas Pesquet va rejoindre sa deuxième maison, celle de la Station Spatiale Internationale. Mais cette fois, il va repartir dans une fusée non pas de la NASA, mais d'Elon Musk. Le milliardaire américain est allé au bout de ses rêves. Quasi au même moment, la Chine, elle, vient de se poser sur la Lune avec l'ambition d'en décrocher un morceau. Avant ces derniers épisodes, il y a eu d'autres aventuriers et une station spatiale soviétique qui, en 1985, allait connaître un épisode dramatique, un incroyable sauvetage, le mystère Salyut 7, enquête passionnante signée Florent Muller, Frédéric Capron, Guylain Delaval et Alia Shlevkina. Bonjour. Je m'appelle Gianni Bekov Vladimir. Nom de code, Pamir. Je suis cosmonaute. 5, 4, 3, 2, 1. Connexion. Ça marche? Pamir, vous me recevez? Ici Pamir. Nous sommes à 10 degrés au-dessus de l'axe de la station. On va tenter une approche en abscisse et corriger notre trajectoire de 10 degrés. Le vaisseau va opérer un tour sur Oméga Z. À des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre, les hommes sont toujours seuls au monde. La station est là. Elle brille au soleil. Elle irradie vraiment. D'abord, on ne la voyait pas et maintenant, voilà qu'elle vire au rouge vif. 10 fois plus rouge que Jupiter. Le 8 juin 1985, deux cosmonautes soviétiques sont sur le point de rejoindre la station spatiale Salyut 7. Officiellement, c'est une mission comme les autres, mais il suffit de voir les mines des techniciens du centre de commande pour comprendre que ce vol n'a rien d'ordinaire. Pour la première fois, deux hommes vont tenter de s'amarrer à une station morte. Leur chance d'y arriver, 0. Sur Terre, tout le monde pensait que c'était impossible, parce que c'était un bout de ferraille qui se baladait dans l'espace. C'était un corps inerte, une station qui n'avait aucun lien avec la Terre, aucun point d'orientation, un peu comme une pierre qui tournerait librement, dans tous les sens. Mais l'histoire de Salyut 7 n'est qu'une longue succession d'événements dramatiques. Et ce, depuis le début. On poursuit notre descente vers la station. Top départ. 5, 4, 3, 2, 1. Top calcul de distance. 980 mètres. L'approche continue. Je place le vaisseau dans l'axe de la station. La station est pile au centre. Tout se déroule comme prévu. Notre angle de rotation est nul. La station continue de pivoter. On va rester en suspens quelques instants. Ok. Bon, on tente la manœuvre et au pire on revient. Ok, on fait le tour. Vous accostez alors? Non, attends. Qu'est-ce qui se passe? Oh, oui, ça va pas être simple. À partir de maintenant, on va souffrir.
Quand je connais les enfants du cosmonaute assis à côté de moi, je pense à eux et je me dis, t'inquiète petit, tout ira bien. Je vais faire en sorte que ton papa revienne sur Terre. Comment s'amarrer à une station à la dérive dans l'espace? 20 tonnes de métal qui flottent comme une plume et que personne ne peut contrôler. Ce sauvetage en apesanteur est l'une des aventures les plus périlleuses de toute l'histoire spatiale. Et il a fallu attendre 35 ans pour connaître la vérité sur Salyut 7. À la Pravda, évidemment, on savait tout ce qui se passait. Et c'était tellement frustrant de ne pas pouvoir l'écrire et de raconter comment on se préparait à réparer cette station. Pourquoi vous ne pouviez pas l'écrire? Parce qu'on disait à l'époque que le matériel soviétique ne pouvait pas tomber en panne. Quatre décennies et quelques révolutions plus tard, le temps est passé aussi vite que Moscou a changé. Dans le pavillon Cosmos, fraîchement refait à neuf, les curieux accèdent au panthéon spatial. Mais de Salyut, il n'y a rien. Sinon cette maquette dérisoire de Salyut 6, la station précédant Salyut 7. Avant l'arrivée de SpaceX et le retour des Américains, la Russie était le seul pays qui envoyait régulièrement des hommes dans l'espace. Depuis 1961, l'entreprise Zvezda se charge de leur garde-robe. Car pour monter au ciel, une tenue correcte est exigée. Assieds-toi. On va commencer par la jambe droite. C'est bon, t'es au fond. T'es prêt à plonger? Sacha passe sa vie à enfiler des scaphandres sans jamais quitter Moscou. Parfait, assieds-toi. Il est ingénieur au département des tests de l'entreprise Zvezda. Ok, le plus important c'est d'établir la liaison. Allô, est-ce que tu m'entends? Oui, et toi? Je te reçois 5 sur 5. J'attends tes ordres. Procédons maintenant au contrôle d'étanchéité. Fermeture du casque. On ferme le régulateur de pression. Rapport de pression. 0,1, accepté. On a rempli le scaphandre en 15 secondes, il est hermétique. On s'assure toujours par nous-mêmes que nos scaphandres sont bien sécurisés avant de les envoyer dans l'espace. En cas de dépressurisation, ce scaphandre est conçu pour sauver la vie de celui qu'il porte. Avec une pression de 0,4, le cosmonaute ne craint rien. Chaque test comporte plusieurs étapes. Il y a d'abut un premier essayage, durant lequel le cosmonaute reste allongé dans ce fauteuil pendant 2 heures. Puis un deuxième essayage, puis le test, puis le vol à proprement parler, à bord de la fusée. Contre cette toise, ont défilé le premier homme et la première femme dans l'espace, Youri Gagarin et Valentina Tereshkova, 2 petits gabarits. Tous les cosmonautes sont passés ici à l'essayage. Et ces grosses machines asthmatiques sont en place depuis 1961.
Après avoir testé le scaphandre dans un fauteuil moulé, il est temps pour Sacha de l'éprouver dans un caisson, où la pression va s'élever pour atteindre celle qui s'exerce à 30 km au-dessus du sol. Il existe toutes sortes de caissons ici, pour simuler l'espace, les pieds au plancher. Celui-ci, le plus gros, permet de reproduire les températures les plus extrêmes. Allume la lumière. De 150 à moins 150 degrés. Ça suffit. Ce type de manœuvre exige un lourd scaphandre extravéhiculaire. Et le pauvre Sacha n'est pas au bout de ses peines. Tu fais une taille 1, toi? Non, 2. Ajuste tout ça, s'il te plaît. Installe-toi. Tu entres sans emmêler les tuyaux. Ça y est? Tu es dedans? Ça va les bras? Non? Ok, branche la lumière. La combinaison est équipée d'un ordinateur qui détermine l'effort fourni par le cosmonaute et ajuste la température automatiquement. C'est comme la clim dans une voiture, mais en plus sophistiqué. Avant, quand on décollait pour rejoindre la station Salyut 7 dans les années 80, la liaison avec le cosmonaute et le contrôle des paramètres techniques n'était possible que si la station passait au-dessus du territoire de l'Union soviétique, c'est-à-dire pendant une dizaine de minutes, entre 10-15 minutes, disons. Et le temps que la station fasse le tour de la Terre, c'est-à-dire pendant les 50 minutes suivantes, les hommes travaillaient tout seuls, en autonomie. Les cosmonautes d'aujourd'hui sont hyper connectés. Tu peux me tenir les mains? Leurs faits et gestes contrôlés à chaque seconde. Mais au siècle précédent, on partait dans l'espace, comme Christophe Colomb s'embarquait pour les Indes. Avec la création de la station Salyut 7 en 1982, l'Union soviétique entend reprendre la première place dans l'espace. Il n'est plus question d'envoyer une boîte de conserve à des fins de propagande. Il s'agit de prévoir des séjours de longue durée pour construire l'utopie spatiale soviétique. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'à cette nuit du 11 février 1985. Au Tsup, le centre de commande à Moscou, l'équipe de nuit veille d'un œil sur la station qui est inoccupée depuis 4 mois. Le prochain lancement est prévu pour mars. Il s'agit donc d'une surveillance de routine. Mais un petit pépin survenu en pleine nuit va se transformer en grosse tuile. Les ingénieurs font et refont tous les calculs, mais il faut bien se rendre à l'évidence. Salyut 7 ne répond plus. Et si l'information ne doit surtout pas s'ébruiter, le chef du service scientifique du principal journal soviétique ne va pas tarder à la prendre par la bande. Ce jour-là, je me trouvais à mon bureau à la rédaction de la Pravda. Et rien de ce qui se passait dans l'espace ne m'échappait, notamment en ce qui concerne la station Salyut 7. Vous savez ce qui s'est passé pour la panne de la station? Non? En plein milieu de la nuit, la ligne radio tombe en panne. On ne comprend pas pourquoi. Au lieu de faire appel à un spécialiste, comme il aurait dû le faire,
l'opérateur en chef rebranche la même ligne et provoque une réaction en chaîne. Une cascade de court-circuit qui va provoquer la panne de tout le système électrique, y compris les batteries solaires. En février 85, personne ne connaît la nature de l'incident. Comment repérer parmi les étoiles une station qui n'émet aucun signal? Faut-il se contenter de la laisser dériver dans l'espace infini? La presse internationale s'est mise à écrire que cet énorme machin allait tomber sur nos pauvres têtes. Vous vous rendez compte? Quand on a commencé à faire les calculs pour savoir où la station allait tomber exactement, on a d'abord pensé qu'elle allait s'écraser sur New York, puis quelque part en Europe. Vous imaginez si 20 tonnes de métal tombent du ciel avec des matériaux non combustibles? Au même moment, à 9000 km de là, les Américains s'apprêtent à lancer leur navette Atlantis. Et certains murmurent qu'ils envisageraient de remorquer et voler la station soviétique au passage. Hypothèse parfaitement farfelue, mais qui fait son effet dans un contexte de guerre froide. Toujours est-il que les instances dirigeantes décident d'envoyer 2 cosmonautes pour une mission de sauvetage. Alexandre Alexandrov fera partie de l'équipage de réserve. Mais qui pour l'équipage principal? Et surtout qui pour piloter le vaisseau? La situation était tout à fait hors du commun. Je veux dire qu'il n'y avait aucun programme qui pouvait nous préparer à un vol comme celui-ci. Or, Gianni Bekov était considéré depuis toujours comme le meilleur pilote d'entre nous. Alexei Leonov, le chef des cosmonautes, le sait. Vladimir Janibekov, dit Pamir, a l'étoffe d'un grand héros soviétique. Lui seul peut réussir cette manœuvre d'approche en manuel. Pourquoi? Parce qu'il l'a déjà faite. Janibekov a déjà sauvé un équipage d'un accident dramatique. Un Français a vécu cet épisode aux premières loges. Mais pour ça, il faut remonter à 1982. À l'époque, Jean-Loup Chrétien est la fierté de tout un pays, comme le prouve ce combiné cassette-diapo à destination des écoles élémentaires françaises. Est-ce que dans votre fusée, vous voguez dans l'air un peu? Dans la fusée, tant qu'on monte, on ne flotte pas encore dans l'air, parce qu'on est soumis à l'accélération due au fonctionnement des moteurs de la fusée. Puis au moment où les moteurs s'arrêtent, on ne sent plus la pesanteur terrestre. Tu sautes, là, tu montes indéfiniment, tu vas jusqu'au plafond, et puis tu restes au plafond. Si tu repousses le plafond, tu redescends par terre. On flotte en permanence dans le vaisseau spatial. Est-ce que vous avez des souliers en plomb? Alors on n'a pas de souliers en plomb, parce que ça ne servirait à rien que tu aies du plomb ou des plumes. Tout ça, de toute façon, flotte, et ça ne sert à rien d'avoir des souliers en plomb. Tu comprends? En 1979, la France et l'URSS signent un programme de coopération spatiale. Jean-Loup Chrétien est envoyé discrètement à la Cité des Étoiles à Moscou pour apprendre le russe et se former auprès des meilleurs cosmonautes. Il ne va pas tarder à croiser la route du meilleur d'entre les meilleurs. Janibekov, je l'ai connu en arrivant là-bas en septembre 1980, mais je ne savais pas du tout que j'allais voler avec lui. Il était assez célèbre à la Cité des Étoiles pour diverses raisons. Bon, déjà, c'était un peu le playboy des cosmonautes. Mais il était surtout détenteur déjà de pas mal de vols. Il avait une grosse expérience dans l'espace. Nous, là-bas, on n'a jamais rien vu de particulièrement révolutionnaire, surtout n'en parlez pas. Exemple,
La station Mir que j'ai fréquentée après, c'est Alexis Leonov qui nous avait raconté ça. Les 3 ordinateurs qu'il y avait sur Mir, ils étaient allés les chercher dans des supermarchés à Tokyo. À la veille du lancement, monsieur l'ambassadeur de France en URSS fait même le déplacement à Baïkonour. Pour l'occasion, les actualités soviétiques ont même choisi une ritournelle de circonstances. Эксперименты Омега и Аракс, спутники Снег-3 и Ариэль, проект Венера-Галлея и вот новая большая программа – полет французского космонавта. Je voudrais vous exprimer. Я хотел бы выразить вам les vœux пожелания très sincères et fervents самые искренние и горячие du gouvernement et du peuple français. Спасибо большое. Le 24 juin 1982, pour la première fois de l'histoire, un Français monte au ciel. Il y avait quand même pas mal de caméras qui étaient tournées vers ce petit vaisseau soviétique qui amenait un ressortissant d'un pays occidental vers la station Salyut. Et évidemment, ce qui ne devait pas arriver est arrivé. L'ordinateur de bord est tombé en panne. La situation pour moi était extrêmement tendue, parce que je comprenais mieux que quiconque ce qui allait nous arriver dans les prochaines secondes. Imaginez une collision à pleine vitesse, un accident de la route à l'échelle cosmique. Le vaisseau s'est trouvé livré à lui-même en pleine rotation vers la station, et il a fallu imaginer quelque chose, mais en quelques secondes. Le silence absolu s'est installé dans la cabine. Nous continuons à tourner sur nous-mêmes. On ne voit plus la station. 90 secondes nous séparent d'un choc avec Salyut 7. Vous êtes au courant pour Gianni Bekov? Il est insensible à la pesanteur, ça ne lui fait rien. Il est dans l'espace comme sur Terre. À l'époque, quand on s'entraînait en équipe, dans la centrifugeuse, on prenait jusqu'à 12 G. Les cosmonautes d'aujourd'hui ne vont jamais au-delà de 8. J'avais à ma disposition un système de caméra qui permettait de voir ce qui se passait devant. Instinctivement, j'ai mis en route cette caméra. Il fallait un bon moment avant qu'elle chauffe. C'était une caméra à l'ancienne. Au bout de 50 secondes, ça a fini par marcher. Je n'avais plus que 400 mètres devant moi. On avait déjà fait 300 mètres pendant que nous étions dans le noir. J'ai mis les moteurs en position de frein et je les ai dirigés pour contourner la station. On est passé pile entre les panneaux solaires. J'ai même eu le temps d'apercevoir à travers les hublots de la station les yeux écarquillés d'un cosmonaute qui suivait la manœuvre. Pas de chance, on était aussi dans une zone où on avait perdu le contact radio avec le sol. Donc il pousse, il retire, il déplace à gauche, il déplace à droite. Donc tout ça, mais c'est plus de la marine que de l'aéronautique. J'étais épuisé, parce que la manœuvre avait été très éprouvante. Franchement, on avait eu chaud. Je dis à la Terre, accostage terminé. Et ils ont répondu, bien reçu, sur ce ton. Pour n'inquiéter personne, on a envoyé à Paris les images d'un accostage automatique d'une navette précédente. À bord de la station Salyut 7, le Français apporte des fleurs, des instruments scientifiques et une caméra 16 mm, dont Jean-Loup Chrétien découvre la bobine pour la première fois depuis son retour.
pas l'impression que ça fait si longtemps. Et donc 82, ça fait 37 ans si je ne me trompe. Ça sent l'odeur de la soute au gréement d'un voilier. Donc petite odeur de moisi, d'eau de mer. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça sent les algues. Les algues, ça sent pas mauvais en plus. Et il y a quand même un sacré bazar dans une station spatiale. Alors ça n'a pas changé, hein. Elles ont beau être plus grosses maintenant. La pesanteur entraîne des flottements, des pertes d'objets divers et variés. Et il arrive assez fréquemment qu'on croise un collègue qui dit « t'as pas vu mes chaussures », l'autre qui dit « t'as pas vu mes lunettes », et un autre qui dit « t'as pas vu le téléviseur ». On avait perdu un jour un téléviseur. Donc voilà notre grand bricoleur en train d'installer cette expérience d'astronomie. Parce que les Russes, de toute façon, sont bricoleurs. Le premier vol était court, il durait 8 jours. Donc on passe beaucoup de temps au hublot, on imagine, on admire la voûte céleste sur les phases de nuit. Voir la voûte céleste depuis l'espace, c'est un grand spectacle. Le 2 juillet, l'équipage prend la route du retour. Et le spationaute Patrick Baudry se charge de baptiser au champagne les nouveaux héros. Ces images ont 37 ans, et pourtant elles nous sont familières. La descente de Jean-Loup Chrétien ressemble étrangement à celle de Thomas Pesquet, dans le même scaphandre Faucon. Un scaphandre, cousu main depuis toujours par les immuables ouvrières des ateliers Zvezda. Ici, nous procédons à l'assemblage d'un scaphandre Faucon. C'est celui que les cosmonautes portent pour rejoindre la station spatiale. On est responsable de chaque couture. Dieu nous garde du moindre accroc. Le moindre défaut est une faute professionnelle. Puisque les cosmonautes travaillent en impesanteur durant de longues périodes, nous nous efforçons de maintenir la tonicité de leurs muscles à l'aide de ces coussins à ressort cousus à l'intérieur de leur costume. Il faut 6 mois pour confectionner les éléments d'une combinaison de vol comme celle-ci. 700 personnes travaillent à l'élaboration d'un costume Faucon. Mais c'est une unique ouvrière qui a la charge de procéder à l'assemblage final. Et tout marche ainsi depuis la nuit des temps spatiaux. Pour remonter celle-ci, il suffit de descendre au 2e sous-sol de l'entreprise, dans un abri anti-atomique où sont conservés les plus grands trésors de la conquête spatiale soviétique. Des reliques que seule une poignée d'élus ont le loisir d'admirer de temps à autre. Et c'est monsieur le directeur qui nous fait la visite. Voici une pièce unique, une pièce rare que vous ne verrez nulle part. Le scaphandre de Youri Gagarin. Par chance, nous l'avons conservé ici. Si vous regardez les photos d'époque, durant les entraînements en 1961, vous ne verrez aucune inscription sur le casque de Gagarine. En fait, on l'a ajouté au dernier moment. Un avion espion américain avait été abattu quelques jours auparavant au-dessus de notre territoire. Et le pilote avait été capturé. C'était juste avant le vol, du coup on s'est dit, on risque d'avoir un problème. Gagarine va atterrir en parachute dans la campagne. Et les paysans vont croire que c'est encore un espion et vont se mettre à lui tirer dessus. Alors en pleine nuit, la veille du lancement, l'un de nos collaborateurs, Victor Davidian, a pris son petit pinceau et il a tracé ces lettres, CCCP, au sommet du casque. C'est une histoire authentique.
Ça, c'est le matériel de survie. C'est ce qui se trouvait à bord du Soyouz. Il y a une machette pour couper du bois ou pour creuser un trou si vous atterrissez en pleine Sibérie et que les secours mettent du temps à venir. Dans le programme soviétique, on avait aussi prévu ce fusil à 3 canons. C'est très utile pour chasser un ours ou bien se défendre contre les loups. Aujourd'hui, on n'en met plus des comme ça. Mais vous voyez, c'est une belle pièce avec 3 canons, des canons filetés. Et puis, 3 balles. Pour défendre sa peau. Nous avons l'armure, mais on ignore encore qui sera chargé de venir au secours de Salyut 7 en 1985. Si Gianni Bekov pilotera le vaisseau, c'est entendu, il va lui falloir un sacré coéquipier pour venir à bout d'une panne à des centaines de kilomètres de la Terre. Pourquoi Savinik ? Victor Savinik est quelqu'un de très perfectionniste, vous savez. Il va toujours au fond des choses, quel que soit le domaine. On est amis, lui et moi. Eh bien, s'il part à la pêche, par exemple, il va passer des heures à chercher le meilleur appât. J'avais ma petite idée sur la nature de la panne qui avait pu se produire là-haut. Et ma responsabilité, c'était de résoudre le problème dans la station. Gianni Bekov, lui, s'occupait de nous conduire là-bas. Ma femme était au courant de tout. Bon, elle ne connaissait pas tous les détails de la mission. Moi-même, je ne savais pas tout ce qui pouvait nous arriver. En tout cas, elle savait que ce serait compliqué et qu'il y aurait de l'imprévu. La première tâche qui attend Victor sera de rétablir l'énergie. Il faudra sans doute remplacer les panneaux solaires. Et les cosmonautes s'entraînent en piscine pour préparer cette intervention. Le pire étant toujours possible, il est plus que probable. Officiellement, tout est sous contrôle, mais la hiérarchie s'interroge. Dans quel état les hommes vont-ils trouver la station? Pourront-ils seulement y vivre? Évidemment, un bon cosmonaute n'affiche jamais ses doutes. Vous connaissez Gianni Bekov. Il n'est pas du genre bavard, n'est-ce pas? Il fonce, fait ce qu'il a à faire et ensuite, éventuellement, il parle. Et encore, il faut lui tirer les verres du nez pour savoir ce qu'il a derrière la tête. Il fallait qu'on se tienne prêt à toutes les éventualités. On pouvait entrer dans une station où on manquerait d'oxygène et mourir étouffé en quelques secondes. Pour résumer, ils n'étaient pas sûrs de ce qui les attendait là-haut, pas sûrs de pouvoir réparer et pas sûrs de pouvoir s'amarrer. Ça fait beaucoup d'inconnus pour une mission spatiale. Il y a quand même une bonne nouvelle. Les puissants radars de l'armée soviétique ont fini par repérer la station dans l'espace. Mais il leur est impossible de dire à quelle vitesse elle dérive et selon quel degré de rotation. Ça, l'équipage va devoir le déterminer sur place, à vue de nez. Pour s'entraîner à ça, on allait sur une route. On prenait de gros camions qui avaient une masse importante et mesuraient 10 mètres environ, comme la station Salyut 7. Alors on les envoyait rouler face à nous et on calculait leur vitesse et leur distance avec un radar, pendant que les autres faisaient le même calcul à l'œil. C'était un bon exercice pour habituer le regard. C'est un principe physique. Dans l'espace,
Si un objet allongé se met à tourner, il emprunte une trajectoire conique. Mais comment s'amarrer à une station qui tourne sur 3 axes? Au simulateur, tous les pilotes échouent. Tous, sauf Johnny Bekoff, qui doit avoir un truc. Une technique bien à lui pour défier la mécanique spatiale. Vous connaissez cette vieille histoire entre les ingénieurs et les cosmonautes. Un jour, les ingénieurs viennent voir le chef des cosmonautes et ils lui disent « Vous ne pouvez pas faire ça, il y a un problème. C'est contraire aux lois de la relativité, de la mécanique, aux lois de la physique universelle. » Et le chef des cosmonautes répond « Ah, je suis désolé, on ne savait pas que c'était contraire aux lois de la physique, on vient de le faire. » Le 6 juin 1985, c'est le grand jour. Or, quand le chef du programme spatial prend la parole devant la presse, on est loin du triomphalisme. L'objectif de cette mission pour l'équipage est bien connu. Il est vrai qu'il diffère des vols précédents. Mais bon, il est inutile de dramatiser la situation. Dans un décollage, chaque gramme compte. Le 3e siège du vaisseau Soyouz a été remplacé par des réserves d'eau et de nourriture. Au cas où, Madame Savinik leur a même tricoté des bonnets en laine. Les 2 cosmonautes décollent sans encombre, mais personne ne sait quand ils vont revenir. On ignore même s'ils vont pouvoir s'amarrer à la station. Ça, Dieu seul le sait. Dieu et Johnny Bekoff. Poussée latérale. La direction est correcte. Ok, suspension des propulseurs latéraux. En quoi consiste mon astuce? Plutôt que d'épouser le mouvement de la station, je me tiens à distance. Je m'arrête un moment et j'observe sa dynamique. Je vois comment elle se comporte. Puis, je prends la mesure de la lumière. Je choisis un point et je me mets à l'affût. C'est un point virtuel dans l'espace. La station peut se trouver ailleurs. Et dès que le point est atteint, je corrige légèrement, je fonce et hop, le tour est joué. Amarrage. Amarrage accepté. Félicitations. Bravo les gars. À cet instant, on a compris qu'on pouvait enfin souffler. Et pendant quelques instants, totalement vidés, on est resté au fond de nos fauteuils, dans le silence. Résultat du contrôle d'étanchéité. Étanchéité du secteur 1 et secteur 2. On poursuit le travail. Ouverture. Ouverture à trappe. On pénètre. Premier ressenti des températures? Ça caille mes frères. Il fait si froid que ça? Ah ouais.
Quel silence extraordinaire dans cette station. Aucun moteur tourne et nous flottons dans le silence complet. On s'était préparé à l'entraînement, mais un tel silence, c'est stupéfiant. Ça doit être beau là-haut. Ça doit être joli à voir. Oui, c'est beau. On expire de la buée comme au pôle Nord. Le hublot est couvert de glace. Et le soleil brille à travers. Heureusement qu'on a des bottes fourrées et nos costumes bien chauds. Et on est content d'avoir nos bonnets. Les médecins vous accordent 30 minutes encore dans la station. Vous devez être épuisé. Donc vous terminez et à partir de demain, on reprend le travail. Ok? Je me souvenais de ce moment où j'avais dû entrer dans une maison de campagne au printemps. Il fallait l'ouvrir après des mois d'hiver. Et je me souvenais du froid, de l'obscurité qui régnait dans les pièces. Et ce froid, ce silence, c'est ce qui m'a troublé en entrant dans la station. Vladimir, lui, comparait la station à une grotte, ou plutôt à un puits dans le désert. Un puits froid et infiniment triste. La première chose que j'ai dite, c'était, je crois, « ça caille, mes frères ». Et quand je dis « ça caille », c'est qu'on tremblait vraiment. Il faisait vraiment très froid. Dans les autres stations spatiales, il y a le bruit des machines, le ventilateur, un vacarme constant de 60 décibels. Et là, c'était un silence de tombeau. Coiffés des bonnets de Madame Savinik, Victor et Vladimir ont 5 jours pour réparer une station morte où il fait -7 degrés. Il va falloir bricoler des câbles, des outils, vérifier les batteries une par une. Les rares moments de chaleur, ils les trouvent dans leur vaisseau Soyouz, où chaque soir ils retournent se blottir. Là, ils confient à leur journal de bord ce qu'un héros de l'Union soviétique n'avouerait jamais. Nous travaillons en combinaison chaude et avec les bonnets. On a froid aux pieds, même quand on porte des bottes. Et on se gèle les mains si on ne porte pas de gants. Nous travaillons tant qu'il y a de la lumière et quand la nuit tombe, nous utilisons les lampes torches. Sans électricité, l'espérance de vie est comptée dans l'espace. Le plus important pour un cosmonaute, c'est de mener à bien la mission qu'on lui a confiée. S'il n'a pas été jusqu'au bout, alors ce n'est pas un bon professionnel. Vous voyez ces ventilateurs? Ils brassent de l'air uniformément dans l'espace de la station. S'ils marchent, tout va bien. Il y a de l'oxygène dans tous les coins. S'ils ne marchent pas, alors il y a des zones où il n'y a pas d'oxygène. Et quand on pénètre dans ces bulles, on peut manquer d'air et s'étouffer. C'est très dangereux. Quand on travaillait dans la station, l'impesanteur faisait qu'un nuage de CO2 se formait parfois. Alors, on utilisait des panneaux, des manuels de bord, pour ventiler le CO2 et l'évacuer vers le Soyouz. Ce matin, j'ai été pris d'une migraine. Sans doute un défaut de ventilation au niveau de la zone de couchage, trop encombrée par les affaires. J'ai pris un cachet. La douleur a disparu. La seule chose qui nous inquiétait un peu, c'était l'eau. Ça, c'était un souci. Parce qu'on avait une réserve d'eau limitée. 18 litres en tout, je crois. C'est tout ce qu'on avait. Là-haut, chacun de nous expirait près de 800 grammes d'eau par jour. Que ce soit par les pores de la peau ou dans la respiration. Beaucoup d'eau s'est accumulée et s'est déposée sur tous les endroits froids de la station.
à commencer par les hublots. Moi, je viens d'Ouzbékistan. Et j'ai vraiment besoin d'une bonne tasse de thé ou de café chaud. À défaut d'autre chose, on réchauffait notre café ou notre thé sous nos aisselles, l'endroit le plus chaud qu'on pouvait trouver. Sur Terre, on se fiche pas mal de savoir si les héros boivent chaud du moment qu'ils ne tombent pas malades. Et puisque c'est officiellement une mission ordinaire, ils sont priés de faire bonne figure devant la caméra. Comment ça va, les gars? Tout va bien. Ok, tant mieux, tant mieux. Ok, soufflez un peu pour voir s'il y a de la buée. Bon, maintenant, vous pouvez enlever vos bonnets, là? Et vous tenir une minute tête nue dans ce froid? Faudrait quand même que le peuple puisse voir vos têtes. Je peux vous dire que c'était une formidable connerie. Nous, les journalistes, on n'a pas arrêté d'essayer de publier cette histoire. Mais le discours officiel continuait à prétendre que les appareils soviétiques étaient infaillibles. Alors mentir? Oui, on mentait avant Tchernobyl. Ou plutôt, on ne disait pas toute la vérité. C'était d'ailleurs assez nocif. Mais on avait trop de peine à admettre qu'on avait du retard par rapport aux Américains. Quand la NASA transformait le drame d'Apollo 13 en une leçon de courage enseignée dans toutes les écoles, l'URSS préférait taire les exploits de ses cosmonautes. Pourquoi? Parce qu'officiellement, le programme était infaillible. Il est difficile de mesurer ce que représentait l'espace pour les soviétiques. Le photographe Danila Tkatchenko avait 2 ans lorsque l'URSS a cessé d'exister. Mais son travail ne cesse d'interroger les incohérences de l'utopie spatiale. Et ses photos se vendent dans le monde entier. On a promis l'espace au peuple, dit-il, et ce rêve n'a pas tenu ses promesses. Vous savez, en Russie, on adore les miracles. Et comme il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, on espère toujours qu'un miracle va venir nous sauver à la fin. C'est toujours plus confortable de compter sur un miracle que de se confronter au réel. En fait, la philosophie du programme spatial poussait les gens à croire qu'un jour, l'URSS serait capable de ressusciter les hommes. Et qu'il faudrait alors coloniser d'autres planètes, où l'on pourrait vivre tous ensemble. Cette promesse est à l'origine de la conquête spatiale. Ainsi, le pouvoir pouvait prétendre que les gens ne souffraient pas en vain. Vous souffrez, mais un jour, on vous ressuscitera, et vous serez heureux dans l'espace. C'était ça l'idée. Il existe un autre principe physique dont il est difficile de s'affranchir. La neige et la glace ne sont jamais que de l'eau à l'état solide. Au bout de 5 jours, Vladimir et Victor parviennent à rétablir l'électricité. La chaleur remonte et les difficultés surgissent. Quand tout est gelé et qu'il y a de la glace dans les tuyaux, c'est une chose. Mais quand tout se met à fondre, c'est le déluge. Près des batteries, il y avait des couches d'eau qui pouvaient atteindre jusqu'à 2 cm. Un seul court-circuit et toute la station allait retomber dans le coma. Ils allaient rester sans électricité, sans eau, sans rien. Le problème, c'était comment nettoyer tout ça. On n'avait que des chiffons, des maillots qui pouvaient à peine absorber de l'eau. Alors comme nos scaphandres de sortie étaient remplis de tissu, on a arraché tout ce qu'on pouvait pour éponger. Avec des bouts de ficelle et des nerfs à toute épreuve,
Vladimir et Victor vont finir par ranimer la station pour la tirer de son coma. Salyut 7 tourne comme avant. Le séjour devient presque ordinaire. Et comme on souffle après avoir échappé à la mort, les cosmonautes se confient à leur journal de bord. « 22 juin. Pour la séance de transmission suivante, nos femmes sont venues au Tsoup. Leur voix et les voix des enfants nous avaient manqué. Pendant 2 séances, nous avons parlé de leur vie sur la Terre. Ma fille n'a plus qu'une dernière épreuve à passer, la physique. Ça promet d'être dur. Et le 26 juin, c'est le bal de promo. L'heure est venue de dire adieu au lycée. Toutes ces années sont passées pour moi comme un seul jour, entièrement voué à préparer les vols. La première fois, je n'avais aucun souvenir du lancement, tellement j'étais submergé par l'émotion. Mais cette fois, je me souviens de tout. 26 juin. Nous avons amené le tuyau de ventilation jusqu'à la zone de couchage. À la maison, tout va bien. C'est le bal de promo. Nous l'avons fêté, nous aussi. 24 juillet. La baisse des températures nous préoccupe à cause des cultures d'Arabidopsis et de coton. Vladimir s'inquiète pour ses plans. C'est quand même la première fois qu'on fait pousser du coton dans l'espace. Il a monté une serre, tendu du plastique, et la température est remontée à 19,5 degrés. 12 septembre. Le coton a fait des pousses. Le 26 septembre, Victor poursuit l'aventure avec un nouvel équipage et Gianni Bekov revient sur Terre après 112 jours dans l'espace. Je n'avais aucune envie de revenir. Je vous assure. J'aurais pu y travailler 2 mois encore, et même plus. J'y avais investi tellement d'efforts, tellement de cœur. Tu sais que tu reviens sur Terre et que jamais plus tu ne retourneras dans l'espace. Qu'est-ce que je pouvais leur dire à leur retour, sinon vous êtes des géants. Je me souviens très bien leur avoir dit ça. Notre joie était immense. Je ne suis qu'un pilote ordinaire. Les moments de gloire, c'est vraiment pas pour moi. Ça m'épuise tellement que j'ai parfois envie de m'enfuir très loin, jusqu'en Sibérie. Ma seule satisfaction, c'est d'emmener mes petits-enfants en Ouzbékistan, de leur montrer un champ de coton et de leur dire « ça, c'est l'œuvre de votre grand-père dans l'espace ». La station a brûlé aujourd'hui. Il n'en reste plus que des images et des souvenirs. Si d'aventure vous tapez Gianni Bekov sur Internet, vous risquez de tomber sur ce genre de vidéo. Au cours de ses bricolages dans l'espace, il a constaté un phénomène étrange. Une instabilité rotationnelle en apesanteur. Les spécialistes appellent ce principe l'effet Gianni Bekov. Après avoir réparé une station de 20 tonnes qui menaçait de s'écraser sur Terre, Vladimir passera à la postérité pour un simple tour d'écrou. Avec les héros, le destin garde toujours une pirouette pour la fin. Voilà pour cette histoire incroyable. Et on suivra bien sûr sur France Télévisions ce nouvel épisode de la conquête spatiale avec le prochain départ de Thomas Pesquet. Retrouvez-nous